Reco. Audio 2096. Cal Reco. Eh bien, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Et comment ça se passe à la fin du 21e siècle ? Eh bien, j'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre, quand il sera terminé, dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Cette proposition artistique comprend aussi un album musical et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture nécessite un peu de recherche, de la documentation, et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet. Je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Et je vous propose ces entretiens dans la partie interview de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la finitude et bien sûr sur la politique afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme. Trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. J'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable, et je le regrette un peu. Alors je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui, nous interviewons Louis Fouché. Louis Fouché, né le 23 janvier 1979, tiens, c'est un verso, à Saint-Maurice, est un médecin anesthésiste réanimateur français en poste à l'hôpital de la Conception de Marseille jusqu'à l'automne 2021. Critique de la politique sanitaire de la France durant la pandémie de Covid-19, il fonde le collectif Réinfo Covid, remarqué pour ses prises de position complotistes, anti-vaccins et ses fausses informations. Alors ça, c'est la définition Wikipédia, c'est de la merde. On aurait pu rajouter néofasciste, gourou d'une secte sataniste. On a aussi entendu dire qu'il mange les petits enfants. Je ne connaissais pas Louis Fouché avant notre rencontre pour cet entretien. Je l'ai en revanche beaucoup écouté dans ses nombreuses prises de parole pendant la pandémie et après, et j'avais une bonne idée du personnage, une idée aux antipodes de ce que l'on peut lire ou entendre ici et là, en tout cas dans les grands médias ou chez les fact-checkers. Notre rencontre m'a confirmé que Louis Fouché est un garçon brillant, sensible et bienveillant. Alors évidemment, nous ne sommes pas intimes, c'est ce que je peux en dire aujourd'hui en m'appuyant sur ses propos et sur l'être humain que j'ai rencontré. Je trouve sa réflexion extrêmement pertinente et c'est pour cette raison que je voulais le rencontrer. Je pense qu'on a besoin de gens comme lui, courageux. Courageux parce qu'ils ont refusé de se soumettre à une politique sanitaire qu'ils trouvaient arbitraire et illégitime. Il fait partie des personnels suspendus sans salaire, sans recours depuis presque 2 ans, ce qui est un scandale sans nom. Et la récente décision de réintégration votée par l'Assemblée nationale vient juste apposer un pansement de fortune sur la blessure qui demeurera certainement très profonde. Encore une fois, on peut être plus ou moins en accord avec les décisions politiques prises lors de cette pandémie, mais ostraciser de la sorte et avec une telle violence des citoyens n'est pas digne d'une démocratie. Et cela m'amène à penser que le gouvernement n'a pas été très clair, c'est le moins que l'on puisse dire, sur l'objectif réel de sa politique. Alors oui, les gens comme Louis Fouché sont dangereux.
Dangereux pour le pouvoir car ils joignent l'acte à la parole. Ils sont incorruptibles et je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont été excommuniés du débat public. Voilà, j'ai été exceptionnellement long dans cette présentation, mais notre invité méritait qu'on s'étende un peu. Je laisse donc la parole à Louis, qui va nous dire d'où il parle. Je m'appelle Louis Fouché, je suis médecin réanimateur. Et j'ai aussi une autre casquette, c'est que je m'intéresse à l'anthropologie de la technique. C'est un mot compliqué pour dire que c'est les rapports des humains avec les systèmes techniques, avec tous les outils, depuis un marteau jusqu'à un smartphone. Et ça m'intéresse beaucoup, et notamment en santé, autour de mon métier. Qu'est-ce que c'est le soin, la médecine, dans une époque où les systèmes techniques évoluent beaucoup plus vite que ce que les groupes sociaux, culturels et politiques sont capables d'appréhender. Et c'est comme si on était toujours pris de vitesse. Donc ça m'intéresse à un niveau universitaire, et ça m'intéresse aussi à un plan personnel sur comment je peux exercer le soin de la plus juste manière dans ma relation à l'autre, à l'intérieur d'un système technique qui cherche petit à petit à prendre le pouvoir, à prendre toute la place, et à se mettre entre le patient et moi. Et puis j'ai une troisième technique, c'est que je me suis beaucoup intéressé justement aux organisations humaines. Comment les humains ils arrivent à travailler ensemble, et plus que travailler, à faire œuvre, qui convoque énormément de tensions, énormément de frottements, énormément de contradictions, parce que un humain, quand il se met avec d'autres, ça se passe pas tout seul. Il y a une rencontre, et cette rencontre, elle convoque une notion qui a été développée par un anthropologue qui a travaillé à Stanford, qui s'appelle René Girard, et qui a travaillé sur le concept de désir mimétique. C'est un mot compliqué pour dire que quand je rencontre mon frère ou ma sœur humaine, je vais avoir envie de ce qu'il a. Je vais avoir envie de posséder son jouet, si c'est mon frère. Puis au bout d'un moment, je vais lui mettre sur la gueule pour prendre son jouet même. Mais une fois que j'ai le jouet, ça n'a pas de goût. C'est pas très intéressant. Parce qu'au fond, c'est pas le jouet qui m'intéressait. C'était d'être l'autre. Je voulais être mon frère à la place de mon frère. C'est ce que René Girard appelle le désir mimétique, qui aboutit à une violence mimétique. Et comme mon frère, il veut pas que je sois lui, lui aussi, il va me mettre un coup de boule. Puis à la fin, ça va mal finir. Cette violence mimétique, elle monte en spirale jusqu'à amener à une guerre mimétique. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi, d'essayer de faire que l'autre disparaisse, parce qu'il m'est insupportable de le voir, puisque je voudrais être lui. Et ça finit, pour René Girard encore, par le sacrifice d'un bouc émissaire. Le sacrifice d'une victime émissaire. Un pauvre type, un innocent, un pauvre con qui passait par là, et qui n'avait rien demandé à personne, et qui se retrouve sacrifié sur l'autel de la réconciliation. C'est une première vision assez pessimiste, finalement, de la rencontre, qui aboutirait toujours à ce désir mimétique, cette violence mimétique, cette guerre mimétique et au sacrifice. La rencontre, c'est la politique. Dès que deux humains qui ont chacun un point de vue et des intérêts à faire valoir se retrouvent ensemble au même endroit, ils doivent collaborer ou s'affronter. Et ce qui m'intéresse, quand je réfléchis à ce monde d'après que j'essaye d'écrire dans ma fiction de science-fiction, quand j'imagine dans quel monde nos enfants vivront, je me dis que peut-être, à certains endroits de la planète, certains groupes sociaux auront fait un pas civilisationnel, qu'ils auront trouvé comment gérer ce fameux frottement dont parle Louis Fouché. La rencontre entre deux êtres humains, le désir, le frottement l'un à l'autre, c'est aussi la possibilité d'une étincelle, la possibilité de faire jaillir une troisième voie, quelque chose qui n'est ni toi ni moi, mais qui est la résultante de nos étincelles dans le frottement dur. Et on peut dire que c'est l'amour, ça peut se rapprocher même de l'acte sexuel, pourquoi pas. Cette idée que de la rencontre entre deux êtres humains, on peut jaillir un enfant, quelque chose d'imprévu qui est à la fois toi, moi, et puis complètement autre, et qu'on va se brûler au passage. Et ça rappelle un truc très paléo, ça rappelle finalement quand les humains font du feu, avec le bâton à feu et la planche à feu. Et c'est du frottement. Et au bout d'un moment, paf, il y a une étincelle et une flamme qui jaillit. Et le bâton est brûlé, la planche est brûlée.
mais il y a autre chose qui est né. Alors pour moi, il y a cet enjeu-là dans la rencontre des humains ensemble, quand ils essayent de faire œuvre, de travailler, de construire quelque chose de commun. Et je vais essayer de répondre à ta question en ayant posé ce prémisse. C'est que pour moi, il y a ce travail-là à faire sur est-ce que ma rencontre avec l'autre va être une guerre mimétique ou est-ce qu'il va être une fécondité mutuelle, mais où on va se brûler au passage, on va se transformer, il va y avoir une sorte de combustion et toutes nos scories vont partir en fumée. Alors c'est douloureux, c'est pas simple, tous ceux qui ont vécu en couple le savent, ça va pas de soi, l'autre il vient gratter là où ça fait mal, il vient appuyer sur tous nos défauts, il est pas là pour nous écouter gentiment et il est là pour nous mettre dans un creuset de transformation alchimique où on va être cuit à petit feu jusqu'à se transformer. La violence mimétique de René Girard ou la fécondité mutuelle, c'est-à-dire le 1 plus 1 égale 3 vertueux des taoïstes, qu'est-ce que ça donne historiquement quand on se penche sur l'évolution des organisations sociales humaines ? Il y a des gens qui ont développé un modèle psychosocial qui s'appelle la spirale dynamique, qui décrit que les organisations des humains, les valeurs, les modèles de prise de décision, le partage du pouvoir, justement, est lié à ces valeurs personnelles et collectives qui se sont structurées au fur et à mesure des siècles et que ça connaît une évolution progressive. Le premier stade pourrait être des humains qui se groupent, très individualistes, mais par opportunité de survie, à un moment se mettent ensemble. Et dans ce cas-là, les valeurs, c'est la survie individuelle, avant tout, et la liberté. Et le modèle de prise de décision, il n'y en a pas. Donc c'est un modèle très individualiste, et comme il met en tension, va apparaître en contrepoint un modèle beaucoup plus socialisé, qui est le modèle des tribus. Les tribus, les valeurs sont le respect des ancêtres, le respect des anciens, de la tradition, le respect des magistratures incarnées par l'homme ou la femme médecine, le chaman, le chef. Et finalement, l'individu, lui, n'a pas tellement sa place. On s'en fout un peu de ce qu'il veut. C'est le chef ou le chaman qui va lui dire « t'auras tant d'enfants, tu vivras dans telle cabane, dans telle yourte ». Et la prise de décision est basée sur le respect des ancêtres. Mais l'individu est brimé. Sa capacité à exprimer son talent individuel ne peut pas exister. Il doit reprendre les codes et les places qui ont été décidés pour lui par la tradition. Alors apparaît à nouveau un modèle plus individualisé, qui est celui des hordes, des mafias, des gangs. Un mâle alpha va prendre le pouvoir et décider, parce qu'il est le plus fort. Mais il peut être challengé, mis au défi par un autre mâle alpha qui va arriver et potentiellement être plus fort que lui et lui mettre sur la gueule et reprendre le pouvoir. Ces modèles-là d'organisation sociale sont instables. Par définition, ils ne vont pas pouvoir grossir ou coloniser la planète entière. Il va y avoir quelques hordes et des invasions barbares, ci et là, qui se battent les uns contre les autres. Et la valeur, c'est l'expression de la puissance individuelle. La prise de décision, c'est « je suis le chef, ta gueule ». Alors, le petit à lunettes, binoclard, intelligent mais pas très costaud, il n'a pas sa place. Donc apparaît par nécessité, encore une fois, un modèle plus socialisé, qu'est le modèle pyramidal. Et ce modèle pyramidal, dans notre histoire, il est très stable, très opérationnel, permet d'accomplir, permet de mettre en place des organisations de grande ampleur, l'église, l'école, l'armée. Et dans ce modèle-là, on est tous d'accord qu'avec le bon diplôme, tu peux être le chef. C'est pas parce que tu es le plus fort. Tu peux avoir un petit binoclard, peut-être même pas très intelligent, s'il a le bon diplôme, il sera le chef. Et chacun est dans sa case. Si t'es un troufion, tu vas graisser ton FAMAS et tu vas tirer. Mais tu sais pas contre qui, ni vers où tu cours. C'est pas toi qui décides de ça. C'est celui qui est ton supérieur hiérarchique. Ce modèle est très socialisé, encore une fois, et l'Église catholique, par exemple, a réussi à conquérir la terre entière grâce à cette organisation sociale-là. Dans ce modèle-là, tout va bien si le chef est dans une sorte d'oblation, dans un sacrifice pour le groupe. Imagine les vieux mandarins, des chefs de service, des services de médecine dans les années 1950, 1960. Ils étaient entièrement dévoués et dédiés à l'œuvre de leur service et de la médecine qu'ils pratiquaient.
Et ils étaient admirés et craints. Des pervers narcissiques, mais qui avaient l'avantage de mettre des choses en place. Sauf que le troufion qui graisse son FAMAS, peut-être qu'il a envie de changer de case, et il peut pas. Alors apparaît un modèle, encore une fois, plus individualiste. Dans ce que je te dis, tu sens qu'il y a une alternance entre des modèles très individualistes et des modèles très socialisés. Et ce modèle plus individualiste, c'est celui des entreprises américaines, le modèle stratégique. On va grouper par opportunité de talent en vue de vendre plus de téléphones portables, de vendre plus de je sais pas quoi. Et chacun va mettre son talent, quand il peut, en vue d'un objectif commun. Et dans ce cas-là, le modèle de prise de décision, ça peut être un vote, par exemple, le vote à la majorité. Et on pourrait imaginer que dans des démocraties qui n'en sont plus, c'est ça qui domine aujourd'hui, c'est le vote et l'idée stratégique. Mais c'est instable pour l'individu quand même, parce que si à un moment son talent s'effondre ou qu'il est mis au rencard d'une manière ou d'une autre ou dépassé, il va gicler, comme dans une entreprise américaine. T'es plus performant, t'arrives plus à fournir, t'as pas le rendement, tu dégages. Alors, encore une fois, apparaît un besoin, une tension, pour qu'un modèle plus socialisé apparaisse. Et c'est celui des ONG environnementales, par exemple. Modèle qu'on appelle pluraliste. Ce qui est important, c'est le chemin. C'est qu'on soit tous bien ensemble. Le but, on s'en fout un peu. Modèle de prise de décision. C'est qu'on soit tous d'accord à l'unanimité. Qu'il y ait un consensus. Ouais. Sauf que c'est pas très opérationnel. On met des heures à faire l'ordre du jour, on décide rien, on n'avance pas. Mais c'est sympa. On a quand même besoin que ça atteigne un objectif à un moment. Les humains, ils se groupent ensemble pour faire quelque chose, pour agir, pas juste pour être ensemble. Et donc apparaissent des modèles intégratifs. Et ces modèles intégratifs, ils sont particulièrement intéressants. Ils ont été développés de manière théorisée par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Laloux, dans un livre qui a fait date, qui s'appelle Reinventing Organization, où il fait le tour de quelques entreprises qui fonctionnent très différemment et qui arrivent à mettre cette juste tension entre l'étincelle individuelle, verticale, et l'horizontalité protectrice. Alors pour moi, un modèle qui marche bien, c'est quand on est conscient qu'on a besoin de l'étincelle individuelle. On a besoin de la créativité de chacun. Et on en a tous à offrir. Elle est magnifique, individuée, unique au monde. Mais par contre, sa lumière est mise au service du nous. Le je, J-E, est au service du nous. Et donc, je vais mettre mon talent au service du groupe. Et le groupe est uni ensemble parce qu'il a une raison d'être qui le tient. Ces raisons d'être, je pourrais les expliquer en disant, c'est ce qu'on cherche à faire ensemble. C'est le but qu'on poursuit tous ensemble, commun, positif. Et il faut qu'il soit énoncé, il faut qu'il soit dit, qu'il soit posé quelque part. Les sociologues, pour certains, appellent ça la protension collective positive. Protension, ce vers quoi je vais, collective ensemble, positive, désirable. Ce vers quoi nous allons tous ensemble et qui est désirable. Et c'est souvent énoncé sous la forme d'une phrase à l'infinitif. Nous cherchons à faire une belle œuvre d'art, qui soit au service des gens. Et ensuite, des missions pratiques vont être déclinées pour servir cette raison d'être. Nous cherchons ensemble à faire une belle œuvre d'art, ok. Mais alors moi, l'art, ça me parle. Tout particulièrement la musique. Parce que ça tombe bien, je connais un petit peu la musique et les musiciens. Dans un collectif, c'est pas toujours aisé. Le groupe de rock, par exemple, le basse, batterie, guitare, chant, ça doit vraiment être l'endroit de l'écoute, du respect de ce que l'autre a à dire, du respect du rythme, pas seulement le rythme impulsé par la rythmique, mais le rythme plus général du morceau, le rythme du groupe, qu'il soit improvisé ou non, savoir quand on doit parler, quand on doit laisser la place, quand on doit se taire, être à l'écoute des autres et de soi, être présent entièrement à ce que l'on fait. La musique peut permettre des instants de grâce,
encore faut-il être conscient de ce qu'on doit mobiliser pour que ça arrive. Car comme partout ailleurs, parfois, l'ego vient s'immiscer dans la construction commune. Certains guitaristes, par exemple, et pas que les amateurs, hein. Il y a beaucoup de pros aussi qui ont cette propension à verser dans l'égotisme. Certains guitaristes donc sont spécialistes de la prise de pouvoir au sein du groupe de rock. Allez, on prend 5 minutes. Louis nous explique ça très bien, version Paul Desmond et Dave Brubeck. Alors j'essaye de réexpliquer ça encore autrement par l'exemple de l'orchestre de jazz. Un orchestre de jazz, on a décidé de jouer du jazz, pas du classique. Et puis peut-être même que ce soir, on a décidé d'interpréter Dave Brubeck et Take 5 et des choses comme ça. On va pas jouer La Panthère Rose, on va pas jouer Keith Jarrett ou Charlie Parker. Non. Notre raison d'être, ce soir, c'est de jouer Take 5. Et chaque individu va venir et mettre son talent au service du nous. Et on va entonner, nous, tous ensemble, le thème. On va jouer ensemble le thème et avec le rythme. Et certains vont tenir la baraque avec les basses, avec la rythmique. Et à un moment, on va convoquer des solos. Et chaque solo va essayer d'explorer les limites possibles de ce thème. Mais pas trop loin. S'il commence à jouer des notes dissonantes ou quelque chose, le nous, le groupe, va le rappeler à l'ordre. Attends, t'es gentil, tu changes pas la rythmique, tu changes pas là, le tempo, tu changes pas tout là, tu peux pas jouer ça. Et vont le ramener au thème principal, Take 5. Et donc il y a la verticalité individuelle du solo et l'horizontalité du nous qui tient la baraque et tient la cohérence du vaisseau collectif dans lequel on avance. Cette tension entre la verticalité et l'horizontalité, elle convoque une troisième dimension qui est celle de la profondeur. Chacun a bossé sa posture. Chacun a travaillé son instrument. Tu vas pas venir si tu sais pas jouer de rien. Et si jamais tu commences à tout foutre en l'air, tu seras exclu. Donc pour moi, une organisation sociale, politique, c'est un groupe qui a mis des règles du jeu. Et ces règles du jeu vont permettre de structurer la cohérence collective, de structurer les limites de notre territoire commun, les limites de notre bateau. Dit autrement encore, tu pourrais imaginer que l'individu va chercher à faire avancer le bateau. Il va essayer de mettre des nouvelles voiles. Il va ramer plus fort, il va rajouter un mât. Il va être créatif pour faire avancer plus loin le bateau. Mais le risque, c'est qu'il casse tout, c'est qu'il foute tout en l'air. Parce qu'avec son troisième mât, ses 50 paires de rames, à la fin, peut-être qu'il va nous fracasser sur les rochers, quoi. Puis il y en a d'autres qui vont être là surtout pour tenir la cohérence collective. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que le bateau reste au port. Que rien ne bouge, qu'on puisse mettre les assiettes, une petite nappe en Vichy, et qu'on prenne l'apéro tranquillement au mouillage. Sauf qu'un bateau, c'est fait pour affronter les tempêtes. Et donc, on a à la fois besoin de cette étincelle verticale et de cette cohérence collective qui freine l'étincelle individuelle. Et ça, c'est important aussi, c'est que cette cohérence collective, elle permet d'éviter l'émergence de gens qui veulent tout le pouvoir, tout l'argent, toute la place, que tout leur talent soit la matrice. Alors tu pourrais imaginer ça comme ça, c'est que le groupe va nous brider en permanence, faire comme un carcan dans lequel on se sent enfermé. Et en même temps, dans tous les espaces, il va y avoir des brèches, des possibilités, des ouvertures créatives, dans lesquelles je, individu, avec toute mon histoire, toute ma beauté, à nul autre pareil, je vais pouvoir m'exprimer. Mais que ça va frotter tout le temps. Comme tout à l'heure, on avait dit que le désir mimétique allait créer l'étincelle. Avec l'individu, s'il est au service du nous, tout va bien. Il va donner son énergie à ce que le bateau collectif nous emmène toujours plus loin. Mais si jamais je décide de prendre toute la place et tout le pouvoir, il va pomper l'énergie du collectif. Il va pomper le pognon. Pour se faire valoir. Et ça, tu le vois dans tous les partis politiques. Dès qu'il y a un nom propre, dès qu'il y a un mec qui émerge ou une femme qui émerge et qui dit « moi je », et tous les autres disent « ah, qu'il est beau, qu'il est fort ». Donc on a une sorte de tension entre l'étincelle verticale, entre la cohérence horizontale,
collective. Et il y a 2 tentations. La tentation de l'horizontalité stricte, ce serait « Ouh là là, je est dangereux, je peux casser le bateau, je peux prendre toute l'énergie, je peux prendre tout le pognon. » Et donc, on va taper sur toutes les têtes qui dépassent. On va faire un système collectiviste, façon Russie soviétique, où personne ne peut émerger. Et où il faudrait qu'on soit tous pareils. Donc il y a à la fois cette conformité, ce caractère normatif du groupe social, et de l'autre côté émergent des jeux qui veulent prendre toute la place, qui sont le start-up soi-même, dans la start-up nation, dans le start-up world. Ils sont à eux-mêmes mon si beau projet. Et ils prennent tout l'argent et tout le pouvoir, effectivement. Et si tu penses aux multinationales, elles sont exactement ça. Sous les structures les plus perverses et les plus narcissiques. Elles veulent prendre toute la place. Qu'est-ce qui nous manque dans nos sociétés matérialisto-capitalistes à vocation transhumaniste? Qu'est-ce qu'on pourrait rêver pour aller vers le mieux? Il se trouve que bientôt, pour Calreco, nous allons assister au Forum des peuples pour la justice climatique à Bâle, en Suisse. On s'y rend, entre autres, pour interviewer, dans le cadre de ce podcast, quelques activistes autochtones qui se battent contre l'extractivisme et la destruction de leur monde. Évidemment qu'on doit s'inspirer de ces cultures, de ces peuples premiers, de leur cosmologie, ces peuples qui en savent bien plus long que nous n'en saurons jamais sur le monde et la nature qui nous entoure. Tu pourrais même l'imaginer en reconvoquant la question initiatique. C'est quoi l'initiation? C'est finalement des vieux rituels pour confronter l'humain à la violence et à la souffrance, et au passage le faire traverser cette souffrance pour qu'il devienne lui, pour qu'il soit ce qu'il devait être. Il y a des humains qui sont jamais confrontés à la violence, sont jamais confrontés à la souffrance. Ils rêvent d'être dans un techno-cocon confortable, où rien ne bouge, où tout est immobile, le bateau reste au port. Le retour matriciel, le rêve de revenir dans le ventre de maman. Transhumanisme, c'est ça. Le rêve de rester dans le ventre de maman, où rien ne bouge, où je suis nourri par perfusion, par mon cordon ombilical. Et donc dans ce techno-cocon, où rien ne bouge, il n'y a pas d'initiation, et tout le monde est pareil. Personne n'émerge. Comme si tu imaginais une matrice en pâte à modeler, et puis tu essaies de tirer des petits morceaux de pâte à modeler, mais ça sort pas, quoi. Ça revient. Puis ça fait peur quand il y a un morceau de pâte à modeler qui se tire. Et ça, c'est l'initiation. C'est qu'on va sortir quelqu'un et on va tirer un fil entre ce quelqu'un et la matrice, le groupe. Ce fil, s'il est juste tendu comme il faut, quand la personne fait quelque chose, le fil sonne, résonne comme une corde de guitare qui est bien tendue. Et toute la matrice vibre avec. Toute la caisse de la guitare se met en résonance. Et l'action individuelle transforme le monde. Mon action est capable de bouleverser les possibles. Et puis tu as ceux qui sont initiés à frottement trop dur. Ils sont battus, ils sont violés. Ils reçoivent tellement de violence qu'à la fin, ils cassent le fil. Ils sont plus en contact. Ils sont tout seuls. Ils sont comme des spationautes qui auraient perdu le contact avec la navette, qui se mettent à aérer tout seuls, dans le froid, la solitude, avec leur jauge d'oxygène qui diminue. Ils sont remplis de peur. Et ceux-là, ils ont envie de devenir la matrice. Ils pensent qu'ils sont l'univers à eux tout seuls. Et donc ils vont chercher à se remettre en lien, à réaspirer le contact avec les autres dans une culture de la violence, du viol, de la pénétration. Et c'est le pervers narcissique. Il veut prendre toute la place, tout l'espace. Vous l'avez peut-être eu dans vos collègues, hein. Vous y pensez même le soir. Ils sont là dans votre douche avec vous. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ils sont rentrés jusque dans les replis de votre cerveau. Alors voilà, c'est ça l'initiation, c'est traverser la violence, un frottement dur, avec un chaman bienveillant pour guider sur le chemin, et au passage accéder à son individuation, à son individualité et devenir puissant. Parce que l'enfant, quand il traverse l'épreuve initiatique dans une tribu, il devient un chasseur. Et en devenant chasseur, il accède au territoire de chasse, aux armes, aux flèches, aux arcs.
aux discussions des anciens pour discuter le jour de l'abattu. Il a du pouvoir, mais ce pouvoir normalement se double de responsabilité. Je peux chasser et je dois nourrir la tribu. Mon pouvoir est au service du nous. Il y a certaines personnes qui oublient cette responsabilité. C'est ceux qui ont pris les rênes de notre monde. Alors voilà, si je reviens à ta question initiale, qu'est-ce que je pourrais souhaiter ? Qu'est-ce que je pourrais rêver, imaginer ? En fait, j'ai qu'à regarder le foisonnement de la nature et de la beauté du monde pour avoir une inspiration. Parce que dans un jardin, il n'y a pas un arbre qui dit au merle « tu dois chanter à telle heure ». À la mésange, tu as le droit de te poser à tel moment. Au brin d'herbe, tu as le droit de pousser ou de pas pousser. Tout ça, ça se passe sans qu'il y ait besoin de poser des règles du jeu, sans qu'il y ait besoin d'en discuter, sans qu'il y ait besoin d'arbitrer. Ça se passe juste. Les choses arrivent. Et par la nécessité des interactions, se structurent de manière belle, foisonnante et cohérente. Je le dis souvent dans ce podcast, ce qui importe plus que tout, à mon sens, c'est la connexion à soi-même. Faire les choses en conscience, en présence, avec profondeur et honnêteté intellectuelle si possible. À partir de là, tout peut exister, même le conflit. Peut-être même, surtout, le conflit. Est-ce que la société idéale est celle qui sait gérer le conflit ? Après avoir un peu digressé, j'ai envie d'essayer de répondre à cette idée d'une organisation idéale. Je crois que l'organisation d'humain, elle n'est jamais idéale. L'idéal, c'est l'idée, c'est le rêve, c'est la chimère, c'est le truc qui s'envole dans le ciel comme un nuage. Et comme un nuage, il s'effiloche, il s'effondre, il tombe en pluie. Non, il y a juste à vivre ça, à accepter la rencontre avec l'autre, le frottement dur et à quel point ça nous convoque à une transformation personnelle. Mais c'est douloureux. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de vivre ça. Parce que l'initiation, ça fait mal. Et qu'au passage, on découvre, en le faisant, qu'on ne pouvait pas prédire, qu'on ne pouvait pas prévoir. Que chaque fois que le paradigme central, c'est de contrôler et prédire, en imaginant qu'en faisant comme ci ou comme ça, là, on aurait enfin la martingale qui nous permet de vivre ensemble le mieux possible, on est dans une logique qui se raidit, qui se crispe. Et où fatalement, il y aura des gens sacrifiés. Alors moi, j'ai envie, plutôt que les groupes humains, ils changent de paradigme, qu'ils sortent de contrôler et prédire pour aller vers ressentir et s'ajuster. Donc, ressentir et s'ajuster plutôt que de prédire et contrôler. Et ensuite, quelques invariants, et notamment le travail sur le conflit, le travail sur la rencontre violente avec l'autre. Et le système de résolution de conflits d'une société, il dit beaucoup de choses de cette société. Si mon but, c'est de punir celui qui contrevient, c'est de désigner l'ennemi en permanence, c'est que j'ai une société qui n'est pas stable sur ses pieds, qu'elle a peur pour elle-même, qu'elle n'a pas de cohérence, elle n'a pas de protension collective positive, elle n'a pas d'idéal commun à poursuivre. Et donc elle a peur parce que chaque fois qu'il y a un déviant, chaque fois qu'il y a un marginal, chaque fois qu'il y a un opposant, elle pense qu'elle va mourir. Le groupe social, chaque fois qu'il y en a un qui vient le mettre au défi, il cherche à se débarrasser de ce un dangereux. C'est ça le principe de la justice punitive. Te foutre en tôle parce que t'as volé une pomme, ça répare rien, ça tisse pas une cohérence collective. Donc il y a un vrai travail à faire sur la résolution de conflits, en imaginant que le conflit est une chance. Que la crise, la tension, la rencontre, en fait, vient nous aider à trouver le meilleur chemin, à ressentir et à s'ajuster. Et donc dans un collectif qui va bien, quand il y a une tension, il faut surtout pas la mettre sous le tapis, parce que sinon elle va rejaillir par tous les pores. Gérard et Nadine ne sont pas d'accord. On n'en parle pas. Et donc quelle place on fait à ça ? Est-ce qu'on est capable de scénariser, de théâtraliser le conflit, de le mettre en scène, de le mettre au milieu de la cité, de le mettre au milieu de l'agora ? C'est le principe de la science au départ. La science, c'est le conflit, c'est le désaccord.
C'est le dissensus. Tu as une nouvelle idée, je ne l'avais pas eue jusqu'ici. Ouh là là, ça m'intéresse. Je ne vais pas essayer de la mettre au rencard. Parce qu'en science, tant que tu n'as pas vu quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas suffisamment bien regardé. Et si quelqu'un se met à voir, tu peux pas dire non, ça n'existe pas. Tu peux discuter, tu peux dire la façon dont tu dis que ça existe, dont tu le regardes, j'ai des doutes, démontre-le-moi mieux. Mais à partir du moment où il t'a montré quelque chose, il faut accepter de le regarder en face. Et que ça vient détruire peut-être l'ensemble de ton système théorique qui était là jusqu'ici. Quand quelqu'un découvre la physique quantique, peut-être que la cohérence de la physique newtonienne en prend un sérieux coup derrière les oreilles. Donc tu pourrais imaginer que pour un groupe social, c'est pareil. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Attendez, il y a des sans-abri dans la rue, là. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot, ils savent pas quoi faire. Il y a des gens, ils bossent, ils sont en arrêt de travail, ils sont dépressifs, ils sont en arrêt maladie, ils sont en burn-out. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit « Non, non, ça n'existe pas, c'est pas grave. On continue, tête baissée, on fonce dans le mur. » Ou on dit « Non, non, attendez, on s'arrête, on respire, on en discute. » Peut-être que notre façon de travailler aujourd'hui dans notre société, en fait, elle rend les gens malheureux. En fait, elle détruit le monde de manière accélérée. Peut-être que cette façon industrialisée de voir le monde, elle est complètement incohérente. Et elle amène à l'autodestruction. Peut-être qu'on y va tout droit. On dirait en tout cas que certains, cyniques et inconscients, s'imaginent que l'aventure humaine tire à sa fin et qu'après eux arrivera le déluge. Ce désespoir, car ces gens sont désespérés, je parle des technocrates insensibles qui perçoivent le monde avec des 1 et des 0, des transhumanistes qui fuient le réel par peur de mourir, ces gens donc sont les produits du matérialisme et sont désespérés. Au XVIIe siècle, la mort est quelque chose d'extrêmement habituel. À la fin du XVIIe, en France, probablement 10% de la population meurt de froid ou de faim pendant l'hiver. Mais au XVIIIe, cette présence constante de la mort a tendance à s'atténuer. La dernière grande peste, la peste marseillaise, date de 1720. Ensuite, elle disparaît. Il reste la variole, le choléra, le paludisme dans le sud, la syphilis, mais la mortalité recule. On a la sensation que le XVIIIe siècle voit donc apparaître, peut-être pour la première fois, l'idée de la peur de la mort. On n'aura ensuite de cesse de cacher physiquement et inconsciemment cette réalité. Cette négation de la mort apparaît donc avec les Lumières et la modernité. Les progrès de la médecine, l'abondance de nourriture, le matérialisme en sont les raisons principales. La mort se cache et avec elle, j'imagine, disparaît peu à peu le caractère sacré de l'existence. Pourtant, la mort, c'est la base. On devrait tous avoir un crâne humain sur notre table de nuit, voire sur notre bureau, comme c'est le cas de l'un de nos prochains invités. Cela pour ne jamais oublier que nous mourrons un jour. Ouais, c'est une question centrale, ontologique, existentielle, qui est au cœur de ce qu'on vit, je crois, aujourd'hui, parce que cette question de la mort, elle convoque en parallèle la peur. Parce que ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qui existe ? Et on manque de récits communs. Finalement, si la question centrale de l'humain sur Terre, c'est de souffrir, pour accompagner cette souffrance, alors on peut discuter ce prémisse, mais dans de nombreux textes philosophiques, sociologiques ou même religieux et mystiques, c'est la question de la souffrance qui est centrale. C'est ce qui est exprimé dans un livre qui s'appelle Siddhartha de Hermann Hesse, qui raconte l'histoire de Siddhartha, qui est un jeune prince à Kapilavastu en Inde, au VIe siècle, je crois, avant Jésus-Christ, et qui a un oracle sur son berceau qui dit qu'il sera soit un grand prince, soit un grand roi. Son père qui est roi, soit un grand sage, soit un grand roi. Son père qui est roi n'a pas du tout envie qu'il soit un grand sage, ça paye pas son homme, et donc il va tout faire pour qu'il soit un grand roi. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'enfermer. Il va l'enfermer dans le palais, au milieu de fruits savoureux, de jeunes femmes belles, jeunes et voluptueuses, au milieu
belles draperies et tentures et œuvres d'art. Ce qui fait qu'il ne va jamais se confronter avec le réel. Il va rester dans son techno-cocon, comme on disait tout à l'heure. Sauf qu'à l'âge de 18 ans, alors qu'il doit être sacré roi, prince, il se dit mais je peux pas régner sur un truc que j'ai jamais vu. Il faut que je sorte, et que j'aille voir pour de vrai ce qu'est mon royaume. Et il demande à son cocher de le faire sortir, incognito. Il sort et le cocher l'emmène et le fait traverser la ville. Et il passe à un coin de rue et dans une alcôve, il voit quelqu'un dans un lit en train de tousser. Et il demande à son cocher c'est quoi ça? Son cocher lui dit c'est le Covid. Non, c'est une blague, c'est la maladie. Et ah bon, ça existe ça? On peut être malade? Ouais, tout le monde est malade. Et moi aussi je serai malade. Toi aussi Siddhartha, tu seras malade. Ils continuent leur chemin et puis ils rencontrent une personne sur 3 pattes, avec une canne, un vieillard voûté, qui a mal dans toutes les articulations, qui est pourri d'arthrose. Vous savez, la vieillesse est un naufrage. Et Siddhartha demande c'est quoi ça? C'est la vieillesse, Siddhartha. Ah bon, ça arrive ça? Oui, ça arrive à tout le monde. Ça t'arrivera même à toi. Ils continuent leur chemin, ils arrivent au bord du fleuve, et là ils assistent à une crémation, parce qu'en Inde, on brûle les morts. Et sur le bûcher, avec les flammes qui montent jusqu'au ciel, et les fleurs et les couronnes de fleurs partout, Siddhartha demande qu'est-ce que c'est ça? C'est la mort. Ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde et même à toi. Et Siddhartha prend conscience que le destin central de l'humain, c'est de souffrir, d'être malade, de vieillir et de mourir. Et il appelle cette souffrance la dukkha. Et Siddhartha décide de ne pas devenir un grand roi et d'arpenter le chemin de la sagesse, long et sinueux. Et il deviendra le Bouddha. Et il va fonder le bouddhisme, en fait. Tout ça pour te dire que si la condition centrale de l'humain sur Terre, c'est de souffrir, l'accompagnement de la souffrance, pour moi, a 3 ordres. 3 ordres de remédiation, de remède, d'aide. Un ordre symbolique, qui est le récit commun, collectif, qu'on fait autour de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Qu'est-ce que ça veut dire être malade? Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Alors, dans plein de sociétés, ça veut dire quelque chose. Tu vas te réincarner, tu vas repartir dans le grand tout, tu vas aller au paradis des 1000 vierges, tu vas aller au purgatoire ou en enfer. Mais en tout cas, il y a une histoire. À ce moment où on est rendu, il n'y a plus d'histoire. Mourir, ça ne veut plus rien dire. Être malade, ça ne veut plus rien dire. Vieillir, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus de récit symbolique commun qui nous unit. Le seul récit qui est proposé, c'est « Ok, souscris au bon abonnement, donne-moi ton numéro de carte bleue, l'ensemble de tes datas, et t'inquiète pas, je te téléchargerai sur une clé USB ou je te mettrai dans un cryosarcophage. » C'est le rêve transhumaniste, quoi. C'est le rêve de ne pas mourir. Mais non, le destin de toute chose vivante, c'est de naître, de grandir, de croître, de décroître et de mourir. Deuxième ordre de remédiation à la souffrance, c'est les remèdes sociaux. Serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien. Et il y a des pratiques sociales normalement pour ça. Par exemple, de faire des obsèques et puis de serrer les gens dans ses bras, la famille du mort, ce qu'on appelle les condoléances. C'est un peu dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures et toutes les religions. Cette idée qu'on va faire une célébration au moment où quelqu'un meurt, parce que le tissu du monde se déchire, et on va s'occuper des vivants. Donc dans toutes les cérémonies, l'officiant, qu'il soit un prêtre, un rabbin ou autre, va parler du mort, il va raconter son histoire, dire il était beau, intelligent, sympa, même si c'est pas vrai, pour laisser une belle trace historique. Et puis au bout d'un moment, il va dire mais maintenant c'est fini, il est mort. Il y a ce moment de rupture où on laisse le mort au mort et on s'occupe des vivants. Et on retisse le lien entre les vivants. Et mon expérience de médecin en réanimation, c'est d'avoir assisté à de nombreux décès et d'avoir été à de nombreuses obsèques de familles, de patients, et de constater que tous ceux qui acceptaient les condoléances, c'est-à-dire qu'un vieux cousin qu'on n'a pas vu depuis 30 ans, un gars que tu connais à peine, te serre dans les bras. Ce truc complètement instinctif, quoi. Faire une sorte de câlin. Et que toi, tu chiales, quoi.
et tu verses toutes les larmes de ton corps, mais à la fin, tu sors de ces 100 personnes qui t'ont serré dans les bras. Ok, je vais continuer à vivre. Et ça retisse le lien. Et ces pratiques sociales-là, dans notre société, je crois qu'il y en a presque plus. Qu'elles ont été abandonnées, qu'on considère que non, c'est pas grave, tu peux être tout seul avec ta peine. Tu peux gérer tout seul ta maladie. À tel point que dans les hôpitaux, quand il y a quelqu'un qui meurt, parfois, on appelle la famille et il dit « Ah non, mais vous comprenez, moi il y a le boulot, les enfants, je suis à Paris, il faudrait venir à Marseille. C'est compliqué. Ouais, mais votre papa, il est en train de mourir là. Ah, mais je peux pas. » Et en fait, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est fait. Rien n'est structuré socialement pour qu'on prenne ce temps-là. Et pourtant, mon expérience des obsèques, c'est quand tu vas avec ton habit noir le jour J et que tu t'assois à la terrasse du café du petit village où il y a l'enterrement, le temps s'arrête. Tu sais pas pourquoi t'es là, mais c'est la seule chose importante à faire. Et il n'y a rien d'autre qui a de l'importance. J'ai une autre expérience de ces pratiques sociales de remédiation à la souffrance, c'est celle des gitans. À Marseille, il y a pas mal de gitans. Et quand ils viennent à l'hôpital, ils commencent par péter la barrière du parking EFIA, Vinci ou Eiffage. Rien que ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une multinationale qui exploite le parking de l'hôpital, quoi. Dégueulasse que les familles des patients n'aient même pas le droit de se garer gratos. Et c'est des partenariats public-privé, tu sais. Consiste en gros à s'accaparer la chose publique par une entreprise privée sans visage. Et donc ils commencent par péter la barrière et installer les caravanes. Et ensuite, ils se mettent dans le couloir de l'hôpital, le lobby, et ils sont 50, 100, des fois 200. Et tout le monde est un peu dans ses petits souliers, parce que ça fait bizarre d'avoir 200 personnes qui sont là. Et ils font rien de spécial. Ils sont assis et ils discutent. « Ah, toi, t'es où ? Ah, nous, on est au Sainte-Marie, tout ça. Toi, t'es où ? Ah, je suis dans le Nord, je fais ci, je fais ça. » Ils retissent le lien. Ils profitent de ce moment de détresse, ce moment douloureux de la maladie ou de la mort d'un de leurs proches, pour retisser le lien ensemble. Et moi, ça m'a toujours énormément ému. Parce que de l'autre côté, j'ai vu des gens mourir tout seuls, comme des rats, avec personne qui en a rien à foutre, au fond de leur chambre de réanimation. Ok, remédiation symbolique, remédiation sociale, et il y a un troisième ordre de remédiation à la souffrance, c'est la technique. Avec le feu, avec la roue, avec une grotte, avec un smartphone, la vie sera plus belle. Là, on va plus souffrir. Avec une nouvelle prothèse de genou, enfin ça ira mieux. Finalement, au moment où on est rendu, là où je te parle, pour moi on a désinvesti les champs sociaux et symboliques de remédiation à la souffrance pour hyper investir le champ technique. Pour penser que si on met tout notre argent, toute notre inventivité, toute notre créativité dans le champ technique, celui de l'outil, enfin on souffrirait plus. Et donc le rêve transhumaniste, à la fin, c'est de ne pas mourir. Mais c'est une illusion. Parce que même avec toute la technique du monde, on continue à souffrir. Il y a quelques semaines, dans le métaverse, il y a eu un viol en réunion. Ça veut dire que des personnages du métaverse ont violé un autre personnage. En se filmant avec leur téléphone numérique virtuel du métaverse, la scène, en la revendant ensuite comme un snuff movie, en spéculant sur le prix à d'autres personnages du métaverse. T'imagines le délire ? C'est-à-dire que dans ce monde qui devrait être parfait, dans ce métaverse où enfin on souffrirait plus, c'est là où il y a le plus de transgression, où il y a le plus de souffrance. Donc l'hyper-investissement technique dans la remédiation à la souffrance, pour moi, c'est une illusion. Comme le dit le philosophe Jean-Michel Beignet, que nous avons rencontré et dont vous pouvez écouter l'entretien dans l'épisode 1, il n'y aurait pas de Mozart, il n'y aurait pas d'Einstein, il n'y aurait pas de Prince, il n'y aurait pas de Lionel Messi, il n'y aurait pas de génie, il n'y aurait pas de McFly et Carlito, quel dommage. Il n'y aurait aucun de ces personnages historiques et contemporains sans cette conscience de la finitude. La mort nous guide dans l'existence, elle nous permet de trouver du sens, la mort physique bien sûr, mais la mort symbolique également. Je reviens à la mort. Je pense qu'aujourd'hui, la peur de la mort est une des choses qui dicte beaucoup la conduite des gens. Il y a la mort physique, mais il y a la mort sociale.
si tu prends une position qui n'est pas celle qui est fournie par les gouvernements, les multinationales et les médias à leur service, tu es dangereux. Tu risques de faire exploser le groupe social. Et donc il faut t'exclure. Et celui qui assume cette position-là, ça veut dire qu'il accepte la mort sociale. Ça veut dire qu'il accepte de ne plus faire partie de cet univers-là et de ce monde-là. Et l'exemple, c'est celui des soignants suspendus. Ils ont refusé une injection expérimentale qui venait se substituer au contrat social et au contrat de travail. On a dit, si tu es vacciné, tu peux continuer à bosser. C'est-à-dire que c'était un hold-up unilatéral du contrat social. Ils ont refusé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été exclus. Ils sont morts socialement. Ils n'ont plus de travail, ils ont perdu leur situation, leur salaire, leurs années d'études. Tout ça, ça ne veut plus rien dire. Comme ça, en un claquement de doigts. Et comme ça m'est arrivé, je peux en témoigner, c'est que tu réalises que peut-être que tout ça, c'était des illusions. Que tu pensais que tu étais médecin, tu pensais que tu étais... Non, mais en fait, en un claquement de doigts, t'es plus rien. Et tu sais quoi? Traverser cette mort-là, en fait, c'est hyper joyeux. Parce que ça ouvre tous les possibles. Ça, c'est pas triste, c'est pas quelque chose de sombre. Au contraire. D'un coup, effectivement, je ne veux plus appartenir à cette société de merde qui ne crée que de la violence, que de la domination, que du pouvoir, que de l'argent, qui nous sépare les uns des autres. C'est pas la société que je veux vivre, c'est pas celle-là que je veux pour mes enfants. Et donc j'ai plus qu'une seule solution. C'est mettre toute mon énergie et toute ma vie à créer autre chose. Il n'y a rien de plus important. Et en fait, ça ouvre des bifurcations complètement imprévues qui font que de mon rôle de médecin, je suis devenu progressivement écrivain. Je pensais pas que je pouvais écrire un livre. Que je suis devenu conférencier, je pensais pas que je pouvais faire une conférence. J'ai participé à des œuvres d'art et avec d'autres. Et donc la mort, pour moi, ouvre au contraire plein de possibles. Et travailler sur cette peur de la mort en la faisant traverser symboliquement, ce serait hyper intéressant pour que nos contemporains, finalement, n'aient plus peur. Et à partir du moment où ils n'ont plus peur, on ne peut plus les contrôler. Ils ne peuvent plus être considérés comme du bétail par quelques puissants. Il y a quelqu'un que je connais qui est rigolo, qui a été vraiment défoncé par le système. Il y a eu des contrôles fiscaux à gogo, il a fait en tôle, il a été radié de l'ordre des médecins, qui est réanimateur, et qui s'est beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente. Un truc bizarre, les morts imminentes, c'est des gens, ils ont un massage cardiaque, tout ça, et puis ils reviennent, puis ils racontent. Et en fait, on pensait qu'ils n'étaient pas du tout conscients, qu'il n'y avait rien, puis eux, ils racontent vraiment un truc, quoi. Et ils racontent presque tous la même histoire. Un grand tunnel blanc, tu sais, l'amour inconditionnel, et tout va bien, quoi. C'est hyper rassurant, tu te dis, merde, moi qui pouvais avoir peur de la mort, en fait, ça va, ça a l'air plutôt sympa, quoi, en fait. Et ça change leur vie. Ensuite, ils sont plus jamais pareils, ils ont plus peur. Et voilà, peut-être qu'on pourrait développer des expériences de réalité virtuelle, de confrontation à la mort, et dire, regarde, en fait, c'est rien, la mort n'est rien. Il y a un penseur qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste qui a popularisé la méditation pleine conscience en Europe, au village des Pruniers en France. Il est mort maintenant. Et il écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a ni mort ni peur ». En fait, la mort, c'est une illusion. Comme mon métier de médecin. Comme tout ça, c'est des illusions. Et ça rejoint la vision des bouddhistes. Maya, la grande illusion. On n'est que dans une grande illusion, quoi. Tout ça, c'est faux. Ça rejoint aussi Guy Debord et la Société du spectacle. On est dans un gigantesque spectacle. On en fait partie. Et tout est scénarisé. On passe notre temps à vivre dans un spectacle. On est comme dans le Truman Show. Et derrière le décor, il y a un autre décor. Et derrière un autre décor, il y a encore un autre décor. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se dit, à quoi bon vivre alors? Si tout ça, c'est de l'illusion. Justement, on est sur Terre, peut-être, on est incarné. On est ici et maintenant, on est à un endroit précis, on ne choisit pas. Il y a une contingence, quoi. Tu choisis pas tes parents, tu choisis pas ta famille, tu choisis pas si toutes les casseroles que tu vas te traîner, familiales, transgénérationnelles, etc., quoi. Et t'es venu là peut-être pour en résoudre une partie. Faire ce que tu peux, le temps de ce passage-là. Et en fait, c'est un jeu. C'est plutôt marrant. Donc pour moi, la mort n'est rien.
ou juste un passage de transformation pour aller jouer à un nouveau jeu et essayer de résoudre quelques petites casseroles du passé. Alors oui, cette appréhension philosophique, spirituelle de la mort, pour qui se pose des questions sur le pourquoi, c'est forcément un passage obligé, si ce n'est la question centrale. Et puis il y a le corps. Le corps qui a son existence propre, son intelligence terrestre et sensuelle, parfois complètement coupée du mental. La relation au corps peut aussi être spirituelle, bien sûr, car tous les chemins mènent à la conscience. Mais j'imagine que le rapport au corps, à la souffrance physique des patients, est une expérience difficile et particulière, et je voulais savoir comment Louis l'avait appréhendé en tant que médecin. Ouais, alors c'est intéressant que tu montres cette dimension pratique. Il y a un champ spirituel, on pourrait dire, et dans le XXIe siècle dans lequel on est rendu, le mot même de spiritualité, c'est un gros mot. On n'a pas le droit d'en parler, ça fait peur. Puis, parce qu'il y a un amalgame entre cette question spirituelle, de qu'est-ce que ça veut dire être sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire être en lien, qu'est-ce que ça veut dire mourir, avec la question religieuse. Or, les religions, c'est jamais que des systèmes techniques, administrativo-techniques, humains, imparfaits, par définition, qui essayent de mettre en scène la question spirituelle. Et pour moi, le transhumanisme est un système religieux, en fait, un système technique religieux, qui s'empare de toutes les questions spirituelles, en les emmenant vers un champ technique de résolution. Mais il y a un champ très pratique, quoi. Le pourrissement du corps, la maladie elle-même, l'insuffisance, la souffrance, la diminution. Et moi, j'y ai été confronté en tant que médecin. C'est-à-dire que mon métier de réanimateur, c'est d'essayer de faire passer un cap quand une maladie aiguë vient. Mais il arrive très souvent que cette maladie aiguë, cet orage, ils viennent pas dans un ciel serein, ils viennent sur un terrain déjà très abîmé, de gens qui sont insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires, insuffisants rénaux, qui ont déjà plein de maladies. Et où, au bout d'un moment, l'équipe médicale a mis en place tout ce qu'elle pouvait d'artifices techniques pour maintenir la vie, à tel point que le patient, il a presque disparu. Il est rempli de tuyaux. Il y a un tuyau qui rentre dans son nez, qui va jusque dans l'estomac pour lui apporter à manger, avec un mix de lipides, de protéines, de glucides, fabriqués par Nestlé, avec des OGM, pourris de pesticides et d'engrais, le moins cher possible. Il y a un tuyau qui rentre dans sa bouche, qui va jusque dans la trachée, qui rentre dans les poumons, connecté à un respirateur, et c'est le respirateur qui dicte le rythme respiratoire, et qui fait tout le travail. Il y a un tuyau qui rentre dans la veine jugulaire interne, la veine sous-clavière ou la veine fémorale, jusque presque à l'entrée du cœur, et qui administre des drogues vasoactives, la noradrénaline, l'adrénaline, ce qu'on appelle les catécholamines, et qui maintiennent la tension. On remplit le patient, on lui met des solutés, de l'eau, du sel, du sang. À la fin, il n'y a presque plus rien qui est à lui, et y compris à l'intérieur de son corps. Il a un tuyau dans l'urètre, jusque dans la vessie, pour prendre l'urine, et que nous, on puisse contrôler combien il y a de millilitres d'urine à chaque heure qui passe. Il a un cathéter dans l'artère radiale ou l'artère fémorale, qui nous permet d'avoir sa tension artérielle en temps réel. Une pression artérielle sanglante, on appelle ça, avec une courbe sur un écran. Et je t'en passe, il y en a encore plein d'autres. Mais à la fin, le patient, il est même endormi, on lui enlève sa conscience. On met en place des médicaments comme des somnifères en plus fort. Le midazolam, des hypnotiques, qui fait que il n'a pas peur. Il voit pas ce qui se passe. Puis on met en place des médicaments très forts pour empêcher la douleur, comme de la morphine en plus fort, le sufentanil, le rémifentanil, l'alfentanil, le fentanyl. Et quand tu es juste devant une chambre de réanimation, tu vois un corps endormi, bardé de tuyaux, qui ressemble plus à rien de ce qu'il était, qui est gonflé, bouffi d'œdème, bouffi d'inflammation. Et les familles, ça leur fait peur. Parce que c'est pas la personne qu'ils connaissaient. Et effectivement, ce petit morceau d'humain, on l'a transformé petit à petit en un prolongement du système technique. Il y a des courbes, la pression artérielle, la saturation, la fréquence cardiaque, des chiffres, des nombres, la natrémie, la kaliémie, l'urée, la créatinine, le temps de prothrombine, le temps de céphaline activé.
les plaquettes, les globules rouges, les lymphocytes, les polynucléaires. Et presque tu pourrais faire de la réanimation à distance en regardant ton écran d'ordinateur, et le patient il est transformé en une sorte de feuille Excel où il y a plein de chiffres, plein de nombres. Et on a réduit progressivement la part vive de l'humain à ça, à des nombres. Et puis il y a un petit moment de grâce parfois. C'est-à-dire que toute l'équipe médicale se retourne sur la chambre, discute avec les familles et dit mais ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. C'est horrible, c'est une descente aux enfers. Et de toute manière, il n'en sortira pas, ou mal, avec une qualité de vie peut-être qui vaut pas la peine d'être vécue. Et à ce moment-là, toute l'équipe médicale, paramédicale et la famille se mettent d'accord pour dire on le laisse partir. C'est ce qu'on appelle une limitation ou un arrêt des thérapeutiques actives, une LATA. On essaye d'éviter l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique. Et on laisse partir la personne. Et quand ça se produit, quand cette décision-là, elle est prise, on est d'un moment où toute l'équipe est tendue, où on dort pas la nuit, où quand on rentre le soir, en tant que médecin, on se pose la question, est-ce que celui qui est de garde, il a bien tout compris? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce qu'il y a d'autres thérapeutiques qu'on aurait pu essayer? Est-ce qu'on pourrait mettre encore une nouvelle machine, un nouveau truc pour remplacer les reins, etc. D'un coup, toutes ces questions-là, elles s'effondrent. Elles n'ont plus de raison d'être. Juste la barre dans les épaules, elle disparaît. On en revient à la question de l'humain. On va prendre soin de cette personne-là pour ses derniers instants. Ce qui compte, c'est plus la médecine. C'est la famille. On va laisser rentrer la famille, on va mettre une lumière tamisée dans la chambre. On va arrêter la lumière crue des néons, là, qui montre la blancheur nue et décharnée des pauvres patients. Au contraire, on va mettre une lumière douce, un peu orangée. Dans cette réanimation où il y avait un code à l'entrée, où tout était fermé, où les gens avaient le droit de rentrer que quelques heures par jour, on va l'ouvrir. On va dire vous venez tant que vous voulez. La nuit, le jour, ça n'a pas d'importance. Vous venez à aussi nombreux que vous voulez. Ouais, mais avant, on pouvait être que 2. Non, mais là, on s'en fout. Venez à 15 si vous voulez dans la chambre. On mettra les chaises qu'il faut. Et les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, ils préparent un café, posent des bouteilles d'eau, ils discutent dans le couloir. Puis la famille, parfois elle a des rires nerveux. Parfois elle s'engueule. Et cet instant-là, ce temps suspendu, entre le moment où les humains ont décidé de lâcher prise et le moment où la personne va mourir, c'est un moment de grâce. Parce qu'il y a plein de choses qui se résolvent, il y a plein de nœuds qui se dénouent. Et on s'intéresse enfin, parfois, au vif de cet humain-là, à son histoire-là. Et moi, en tant que médecin, je me suis découvert à ce moment-là, à commencer à discuter avec les familles de la vie de la personne, de qui il était ou qui elle était vraiment. Pas juste les chiffres, pas juste les défaillances d'organes. Le moment de grâce, ce silence, cette quiétude, quand on a accepté le réel, l'inéluctable, quand on peut enfin se permettre de ne plus projeter, de vivre dans le présent avec les humains. Les moments de grâce sont en commun le silence. Je suis toujours étonné, moi, quand je vais à un concert, quand le public s'empresse d'applaudir tout de suite, avant la fin de la chanson, sans laisser la place au silence qui doit suivre normalement, la dernière note qui s'évanouit comme ça. Pourtant, ce moment, quand il arrive, il est tellement magnifique. Ce retour au néant, au rien, au vide d'où émerge chaque chose et vers lequel tout retourne immanquablement. On a rarement droit à ces moments. Nous sommes tous des hommes et des femmes pressés et nous ne nous donnons pas cette chance de vivre des instants de grâce. Nous applaudissons trop vite. Pourtant, chaque moment porte en lui ce potentiel sacré. Le moment du départ, le moment de notre mort devrait toujours être un instant précieux, un moment sacré, un instant de grâce qu'il faut vraiment vivre. D'ailleurs, pour la plupart des spiritualités anciennes, c'est le cas. Pour les bouddhistes, bien mourir garantit un passage serein vers l'après et peut conditionner favorablement votre incarnation future. Dans l'accompagnement de la fin de vie qui est proposé aujourd'hui, techniquement, dans les unités de réanimation, tu peux penser qu'on vole la fin de vie aux gens. Ils sont plus conscients, ils n'ont plus rien. Et peut-être, encore une fois,
l'idée, ce serait pas de revenir à l'âge des cavernes, à en chier, etc. C'est d'arriver à un optimum technique, pas un maximum technique. Et l'optimum, ça veut dire on est capable à un moment de mettre des limites, de dire peut-être que là, il faut pas... Et c'est pareil pour la péridurale. Tu peux faire des péridurales qui sont mini-dosées, où on fait des doses très faibles, où la patiente, enfin c'est pas une patiente d'ailleurs, qui est parturiente, qui est pas malade, elle sent ce qui se passe, elle peut accompagner, elle fait les contractions au bon moment, et du coup elle pousse au bon moment, et donc la naissance se passe bien, il n'y a pas de spatule pour le bébé, ou de forceps, ou tu peux faire une péridurale avec des doses qui plombent complètement, où la patiente ne sent plus rien, etc. Et donc là, c'est le travail sur le système technique lui-même. C'est est-ce qu'on est capable d'en fixer les limites et d'essayer de l'utiliser à bon escient. Souvent, c'est ce qui est dit, c'est la technique est pas mal par essence. Elle est fonction de comment on l'utilise. Pour autant, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Ellul qui en parle, il dit non, attendez, c'est pas ni mal ni bien, c'est et mal et bien. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire, il y a et du bien et du mal. Dans un téléphone portable, aujourd'hui, il y a et du bien et du mal. Et à la fin, on a une sorte de convocation éthique à devoir faire une pesée de ce juste et de l'injuste. Dans un téléphone portable, ça te donne plein de pouvoirs. Ouais, tu peux appeler un Uber Eats, tu as accès à l'infosphère, tu peux interroger Wikipédia, tu peux envoyer un tweet à tes potes. Ok, ça te donne plein de pouvoirs, c'est magnifique, c'est merveilleux et admirable en tout point au niveau de la créativité technique. Maintenant, dedans, il y a et du mal. Il y a des enfants dans des villes-usines en Chine. Ils se lèvent à 6h du matin, ils finissent à 22h, ils sont payés quelques yuan par jour, ils finissent par se suicider pour certains. Ils travaillent 6 ou 7 jours sur 7. Il y a des gens dans des mines pour récupérer les supraconducteurs, comme le tantal, en République démocratique du Congo, où la sanction maintenant dans ces mines, pour quelqu'un qui contreviendrait à quelconque règle de la mine, c'est le viol. Ils sont violés. Que tu sois enfant, homme, femme, vieux, jeune. Ils sont ensevelis vivants dans les galeries, qui sont mal étayées, parce que le but c'est le rendement, et qu'on s'en fout en fait s'il y a des gens qui meurent. Le but c'est de récupérer le tantal. Il y a des guerres qui sont fomentées en Amérique du Sud pour récupérer le lithium pour les batteries. Il y a en fait une quantité de violence à l'intérieur de ces objets qui est proprement faramineuse, et où à la fin, si tu fais le compte, ou en tout cas quand moi je fais le compte, je décide de ne pas en avoir. Même si j'admire ce que c'est, quoi. Étienne Chouard et Louis Fouché, nos deux derniers invités, m'ont inspiré pas mal de réflexions sur le monde d'après pour l'écriture de ma fiction. Nous avons avec Louis beaucoup évoqué la finitude parce que c'est une question ontologique fondamentale pour moi. Avec Étienne, on a bien sûr évoqué l'organisation politique et sociale et l'importance en tant que citoyen de devenir souverain en écrivant les règles de la cité. Vous pouvez d'ailleurs écouter notre entretien dans l'épisode 7 de cette série de podcasts, l'entretien avec Étienne Chouard. J'ai donc depuis écrit la constitution de la République du futur dans laquelle mon héros, Cal Réco, respire, dort, mange. Je vous donne un petit scoop, il s'agit de la République des sociétés souterraines. Cette constitution donc s'appelle la promesse de la République des sociétés souterraines. Elle est constituée de deux types de promesses, les promesses philosophiques et les promesses institutionnelles. Dans le cadre des promesses philosophiques, il y a un article que je vais vous lire. La finitude. La mort est une certitude et elle est nécessaire. Le caractère impermanent de tout ce qui existe est une loi fondamentale du monde sensible et matériel régie par les 4 dimensions spatiales et temporelles. La vie et la mort sont l'expression du cycle de l'existence sur le plan matériel et ont un caractère sacré dans la République des sociétés souterraines. La conscience profonde de la finitude est pour chaque individu l'assurance d'une vie harmonieuse et en cohérence avec le monde. La mort est sacrée et représentée dans la République des sociétés souterraines. Voilà. Bon. Je pense que maintenant c'est à Louis, comme à notre habitude. La question récurrente,
Il va nous dire comment il entrevoit l'avenir, désirable ou non. Non, sur la question de l'être enraciné, on a déjà vécu des moments d'effondrement des empires. Et il y a des historiens qui se sont intéressés à la fin de l'Empire romain, au 5e siècle, et qui décrivent que finalement, les plus riches et les plus éduqués, ceux qui avaient la meilleure position sociale, sont ceux qui ont commencé à questionner le sens. En disant, mais on fait des orgies à la graisse d'ours, on a du marbre, on va au terme. Mais j'ai plus le goût, quoi. À quoi bon ? Et c'est ceux-là qui sont partis. Ils sont partis, et pour certains, comme Honorat d'Arles, il a fondé les monastères de Lérins. Pour Jean Cassien, à Marseille, il a fondé l'abbaye Saint-Victor, et pareil, un ordre monastique. Et finalement, c'est les gens les plus riches qui se dépossèdent de tout, et qui se retrouvent à bêcher la terre à 5h du mat', pour faire un potager, et prier, la tête dans les étoiles, et les 2 pieds enracinés dans la terre. Et c'est eux qui vont mettre en place les règles monastiques, qui sont intenables, c'est trop dur, et en même temps, ça va irriguer tout le Moyen-Âge d'un idéal non matérialiste, d'un enjeu commun où, ouais, on peut construire une cathédrale, quoi. Allez, on y va, quoi. Ça prend 3 siècles. Que cela ne tienne, quoi. On peut inventer l'amour courtois, une relation entre les hommes et les femmes complètement étonnante, quoi, où la pulsion bestiale de « je te traîne dans la grotte pour te violer par les cheveux » va se transformer en « après vous, mademoiselle, voilà une rose et un poème », quoi. Waouh, c'est un gros travail de civilisation, quand même. Et donc, il y a ce moment-là de la fin de l'Empire romain et des débuts d'un âge enraciné et en même temps spirituel, et décroissant, volontaire, c'est-à-dire de manière volontaire diminuer la matérialité de ce qu'on vit en termes de confort, mais pour revenir à une matérialité brute et sauvage dans laquelle on est enraciné. Et pour moi, on est à ce moment-là où il va y avoir des chemins qui sont en train de se séparer, des mondes qui se touchent presque plus, entre des gens qui voudront rester dans le confort et être dans un monde aseptisé, où tout soit contrôlé, le moindre virus, la moindre bifurcation, la moindre variation, et on tapera sur tout ce qui émerge, et on délèguera le pouvoir à ceux qui ont voulu le prendre, qui seront les plus pervers, les plus paranoïaques, les plus narcissiques, et qui, à la fin, vous vendront jusqu'à même l'air respirable, parce que leur intention, c'est toujours de s'emparer du commun, et d'en faire un bien privatisé. Donc on vous vend l'eau buvable, on vous vendra l'air respirable, on vous vendra l'espace de vie, on le vend déjà, avoir accès à la terre, etc. Et donc on ira jusqu'au bout de ce délire-là, jusqu'à faire un monde proprement invivable, et où la fuite se passera dans des écrans de réalité virtuelle, parce que ce sera tellement invivable qu'à la fin, il vaudra mieux aller vivre une existence complètement virtuelle au fond de votre crâne. Et puis, un autre chemin potentiel, qui est ceux qui vont revenir, ou aller vers, parce que c'est pas revenir, c'est pas aller en arrière, hein, qui iront vers un monde plus sauvage, plus instable, plus incertain, et en même temps beaucoup plus libre et créatif. Merci Louis Fouché. C'était une très chouette rencontre. On a beaucoup parlé de la mort, on a beaucoup parlé tout court avec Louis, pas loin de 3 heures. En montant cet épisode, on aurait pu bifurquer facilement vers des sujets comme le transhumanisme ou l'anthropologie de la technique, mais bien sûr, il a fallu choisir et il a fallu couper. Néanmoins, on a pas mal de matière. Et si vous avez envie d'en entendre plus, on pourrait envisager de monter un épisode 2 de cet entretien avec Louis qu'on diffuserait plus tard. Si ça vous dit, faites-nous le savoir dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, nous posterons des bonus sur notre plateforme Patreon. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous fais le petit topo habituel et on se retrouve bientôt.
Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok et Insta où vous pouvez également nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans l'épisode 9. Et en attendant, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.